Et on est là. Tadam! Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur l'émission du Chat Conteur, votre émission de lecture tranquille. Et oui, on commence. Ouais, nickel. Bon bah nickel, c'est très bien. L'image est bonne. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, mon cher Van Dyke? Et je salue la modération. Salutations à Van Dyke pour la modération de ce soir. Chef, oui, chef. Ça va être une session assez courte ce soir puisque énormément de boulot. J'ai même mon Van Drake qui, voilà, qui est un petit peu fatigué, tout ça. Donc on va essayer de, voilà, d'être sur, pas de la modération de chat, mais de la modération de fatigue. Et puis idem, moi je dois me lever à 4h30 tout à l'heure. C'est qui content? Oh bah oui, on est content. Oh bah oui. Non, on va pas se plaindre, il y a du boulot en ce moment, donc c'est cool. Ouais, berserker. Ouah. Ce soir, donc du coup, le programme, eh bien, on va faire des contes assez courts et on va se baser surtout sur Grimm ce soir, sur des contes pas très connus qui vont être Le Loup et l'Homme, Le Violon Merveilleux et Le Renard et le Loup. Si j'ai pas de bêtises. Non, c'est Le Renard et les oies. Le mec, il sait même pas ce qu'il va raconter ce soir. Très bien. Eh ben, écoutez, on va commencer également cette émission par une petite préface. J'avais envie de lire cette préface-là. C'est la préface du traducteur dont je vais lire la traduction des contes de Grimm ce soir. Enfin, en tout cas, c'est un des traducteurs. Je me base également sur le site gallica.bnf.fr. Voilà, c'est le site de la Bibliothèque nationale française. Voilà, sur lequel je me base principalement. Là, j'ai arrêté de lire en fait les contes des volumes de contes pour les enfants à la maison traduits par Natacha Rimasson-Fertin. Pour la simple et bonne raison que j'avais droit à 12 contes, pas plus. Voilà, parce que sinon, je crois que voilà, je vous aurais tout lu, mais effectivement, c'était une mise en bouche et 12 contes, voilà, étalés déjà sur 9 émissions. Donc c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, donc on va se baser principalement maintenant sur la Bibliothèque nationale française et donc voilà tout ce qui est bien sûr libre de droit, tombé dans le domaine public et sur lequel je ne fais bien sûr aucune utilisation commerciale. Donc la préface du traducteur en question, donc ça va être une préface de Frédéric Baudry. Et je me suis dit que ça c'était bien de faire une petite préface, histoire de remettre un petit peu certaines pendules à l'heure. Vous verrez, c'est tout à fait intéressant, on y apprend quand même pas mal de choses. Et ensuite, on partira sur du conte. Et encore une fois, si vous vous endormez sur l'émission, c'est parfait. Préface du traducteur. Tout le monde sait que Charles Perrault n'a pas inventé les contes qui portent son nom, et qu'il n'a fait que les rédiger à sa manière. Les sujets qu'il a traités se transmettaient oralement de génération en génération depuis le Moyen Âge. Ce qu'il avait fait pour la France à la fin du XVIIe siècle, les frères Grimm, ces ducanges de l'Allemagne, l'ont fait pour leur pays au commencement du XIXe. Ils ont recueilli avec soin tous les contes, les légendes, les facéties, les apologues que la tradition avait conservés dans les campagnes allemandes. Mais Perrault, qui ne se proposait d'autre but que d'amuser ses petits-enfants, s'était permis, sur le fond légendaire des broderies galantes, conformes au goût de son temps et inspirées par l'influence de l'Astrée. Les frères Grimm, qui voulaient faire une œuvre sérieuse d'érudition, ont traité leur récit avec plus de discrétion et de respect. Autant que possible, ils ont écrit purement et simplement ce qu'ils avaient entendu sans rien modifier, sauf pour mettre, comme on dit, les choses sur leurs pieds et en poussant le scrupule jusqu'à conserver le patois dans lequel chaque histoire leur était racontée. Tel était en effet l'état où l'archéologie est parvenue de nos jours. Heureusement descendue dans des régions où elle n'avait jamais pénétré au XVIIe siècle, elle étudie le passé dans ses moindres détails. Dialectes, légendes, traditions locales, chansons, elle ne dédaigne rien, car tous les matériaux ont leur valeur pour la construction de l'édifice historique. Les contes populaires tiennent dans ce genre de recherche une place importante à plus d'un égard. Déjà, plusieurs d'entre eux ont une origine certaine, et on y peut constater les modifications que l'imagination de la foule a fait subir aux faits. Témoin ce sire de Retz, terreur de la Bretagne. Ah oui, témoin ce sire de. Excusez-moi, je n'arrive pas à lire parce que c'est la typo. Ok, témoin ce sire de Retz, terreur de la Bretagne au XVe siècle, dont la légende a fait la barbe bleue.
Témoin encore, l'ogre du Petit Pousset, souvenir du nom même des Hongrois dont les invasions épouvantèrent l'Occident. Mais si cet intérêt historique se rencontre rarement, et si la plupart de ces contes ne sont que des produits de l'imagination pure, à ce point de vue encore, il n'est pas moins curieux de les étudier comme des monuments de l'état des esprits parmi les générations et dans les pays qui leur ont donné naissance. La langue populaire y a conservé tout son charme et toute sa naïveté. Dumarsais, qui allait chercher ses tropes à la halle, en eût trouvé de plus poétiques encore, s'il les avait poursuivis jusque dans les récits légendaires des campagnes. La faculté de bien conter les légendes est un don qui n'appartient pas précisément au plus spirituel, mais au plus impressionnable et au mieux doué du côté de la mémoire. C'est ordinairement chez des femmes de la campagne que cette aptitude se développe le mieux. Dans leur préface, les frères Grimm en décrivent un type remarquable. Je cite, nous avons eu le bonheur de connaître au village de Niederswern, près de Kassel, une paysanne à laquelle nous devons les plus beaux contes de notre second volume. C'était la femme d'un petit éleveur de bestiaux. Elle était pleine encore de vigueur et n'avait guère plus de 50 ans. Ses traits avaient quelque chose de net et d'arrêté, avec une expression agréable et intelligente. Ses grands yeux étaient clairs et perçants. Elle gardait parfaitement dans ses mémoires toutes les anciennes légendes, en avouant que cette faculté n'était pas donnée à tout le monde et que beaucoup de gens ne pouvaient pas les retenir. Elle les racontait posément, sans hésitation, avec une animation extraordinaire. On voyait qu'elle y prenait un plaisir extrême. Quand on le lui demandait, elle répétait ses récits assez lentement pour qu'on pût les recueillir sous la dictée. Plusieurs de nos contes ont été conservés ainsi mot pour mot. Ceux qui croient que les traditions se perdent vite et que la négligence qu'on met à les transmettre empêche qu'elles ne puissent jamais avoir une longue durée auraient été bien détrompés s'ils avaient entendu notre conteuse, tant elle restait toujours dans les mêmes termes et veillait avec soin à leur exactitude. Jamais, en répétant un conte, elle n'y changeait rien, et si elle s'était permis une variante, elle se reprenait aussitôt pour la corriger. Les hommes qui vivent toute leur vie de la même façon tiennent bien plus à la tradition que nous ne pouvons nous l'imaginer, nous qui changeons sans cesse. Fin de citation. Si les frères Grimm, en composant cette collection, ont eu surtout l'érudition en vue, ils n'en ont pas moins réussi à faire un livre charmant qui n'amuse pas seulement les petits enfants de leur pays. En effet, la littérature légendaire, il y a bien peu de temps qu'on s'en doute, a des mérites tout particuliers. Entièrement spontanée et naïve, elle ne contient aucune de ses prétentions personnelles, de ses exhibitions du moi artistique, de ses digressions philosophiques que sont le fléau de la littérature de nos jours et qui ont trouvé le moyen de se glisser jusque dans les contes pour l'enfance. De plus, tandis que les actualités offrent toujours par la force des choses un mélange de bon et de mauvais, où le mauvais l'emporte souvent, dans les légendes, le choix est tout fait. La tradition a agi comme un crible, se délivrant de ce qui était insignifiant et conservant seulement ce qui la frappait, ce qui éveillait à un titre quelconque l'attention de ses auditoires dont le goût n'est pas bien épuré, il est vrai, mais aussi qui n'ont pas de complaisance. Elle a fait plus encore, elle a corrigé, poli, perfectionné ce qui était bon, jusqu'à ce qu'elle l'ait fait parvenir à un état aussi précis et aussi formulé que possible. Ceux qui examineront à fond, comme nous l'avons fait, les originaux de ces contes, seront étonnés de la perfection littéraire de leur composition. Tout y est habilement calculé et prévu. Les incidents sont amenés de longue main par des circonstances bien choisies. Le surnaturel même est, pour ainsi dire, introduit naturellement. On retrouve partout les caractères spéciaux de la poésie populaire, la symétrie, les antithèses, les répétitions dues parfois au calcul, souvent à une heureuse négligence. Quelquefois même des indications et des nuances d'une grande délicatesse. Comme on a dit, comme on a dit que la patience est le génie, pardon. Par là, cet art naïf des conteurs anonymes se rapproche de la raffinée du plus grand maître, des plus grands maîtres. Le mouvement dramatique n'est pas moins remarquable. Quoi de plus parfait à cet égard que Le pêcheur et sa femme, le conte que je vous recommande.
que le pêcheur et sa femme. Presque toujours, la narration marche au plus vite et sans s'arrêter en chemin. Quelquefois, elle s'amuse sur un détail en apparence inutile et insignifiant. Mais c'est ce détail qui donne au reste un cachet de réalité. Alors là, c'est marrant parce que là, je n'arrive pas à lire le mot. L'intention pure a toujours quelque chose de vague. Je pense que c'est l'intention. Ouais. L'intention pure a toujours quelque chose de vague. Alors, moi, j'aime beaucoup. Enfin, je sais qu'on passe du temps sur la Bibliothèque nationale française à photocopier des vieilles œuvres, mais là, quand même, la vérité. Je pense que c'est ça, la vérité. Donc, on va reprendre, excusez-moi. L'intention pure a toujours quelque chose de vague. La vérité observée peut seule arriver à la précision. Les personnages ordinaires de ces contes sont les animaux parlants, et parmi les hommes, le tailleur, loustic, le forgeron, envieux et brutal, le géant crédule, le nain fantasque, la méchante sorcière, la petite fille pieuse, etc. Les bons sentiments triomphent toujours et l'espièglerie est le seul genre de méchanceté qui reste impuni. On y trouve un amour profond de la famille et une autre vertu, malheureusement plus commune en Allemagne qu'en France, la douceur envers les animaux. Le génie allemand se révèle aussi dans le sentiment intime de la nature et des beautés de la campagne, qui sont souvent décrites en quelques mots avec un rare bonheur. Toutes ces qualités, que nous détaillons avec la complaisance d'un traducteur, ne toucheraient peut-être pas beaucoup les plus jeunes d'entre nos lecteurs. Il en est une à laquelle ils seront plus sensibles qu'au pur mérite littéraire. Ces récits sont toujours divertissants, pleins de gaieté, de bonhomie, de cet humour naïf qui est particulière aux Allemands. Nous sommes loin d'avoir traduit tous les contes recueillis par le zèle infatigable des frères Grimm. Nous avons fait un choix parmi les plus amusants au point de vue de l'enfance et aussi parmi ceux qui ressemblaient le moins aux contes de fées qui circulent chez nous. Nous avons cru devoir introduire une sorte de classification mettant d'un côté ceux qui offrent une leçon, ou au moins une impression morale bien déterminée, et aussi quelques petites légendes où se révèle un vif sentiment religieux, et de l'autre les contes fantastiques ou facétieux qui n'ont d'autre but que d'amuser. Tous ces récits ont été traduits aussi littéralement que possible, sauf deux petites légendes pieuses, Dieu nourrit les malheureux et le festin céleste, dont les éditeurs ont adouci le dénouement parce qu'ils craignaient l'effet par trop lugubre des originaux sur l'imagination des enfants auxquels ce petit livre est destiné. Voilà, donc ça c'était la préface de Frédéric Gaudry, donc c'est une préface qui date de 1900, tout pile. Alors, c'est tout à fait intéressant de voir, de voir cette préface-là avant de vous faire une lecture des contes de Grimm. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire, de lire des choses un petit peu plus, on va dire, un peu plus techniques, un peu plus littéraires, de manière aussi à remettre en contexte parfois ce qu'on lit. Ce qui est intéressant également, c'est que lui, il propose déjà une classification. Il dit bien qu'il n'a pas tout traduit. Ce qui est intéressant encore, c'est que si vous voulez une traduction intégrale, il va falloir, pardon, vous reportez à ce que Madame Natacha Rimasson-Fertin a fait aux éditions José Corti, parce que là, vous avez 2 volumes et c'est extrêmement complet. Ce qui est intéressant également dans ce que dit Frédéric Baudry, c'est non seulement c'est la citation des frères Grimm qui explique comment les contes ont été rapportés, comment est-ce qu'ils ils ont pu prendre des notes, comment est-ce que ça a pu... Et on peut voir qu'effectivement, selon ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont pu rapporter des contes extrêmement précis dans leur déroulé, dans leur littérature en fait, dans leur écrit, dans l'oralité, puisque tout est porté de manière orale. En tout cas, c'est comme ça que les contes ont été rapportés. Et puis d'autre part, c'est de parler aussi de la géographie des contes. Ça également, ce sont des choses qui sont notées de manière très, 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 très précise, on peut parler d'une œuvre, en tout cas dans les 2 volumes traduits par Natacha. Je vais dire Natacha, ou je vais dire Madame Rimasson-Fertin plutôt, par respect. Mais du coup, voilà, c'est extrêmement important de recontextualiser un petit peu tout ça. Ce qui est intéressant aussi, ce que dit Frédéric Gaudry, c'est que c'est vrai que dans l'ensemble des contes
D'ailleurs, Charles Perrault, quand même en effrayant parce que, il fait parler des animaux, voilà, on parle d'animaux beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les contes de Perrault, que j'ai lus dans les derniers streams que j'ai pu faire et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, ben, oui, il y a un constat qui est fait, c'est que, ben, en Allemagne, on aime beaucoup plus les animaux et la nature, visiblement qu'en France. C'est intéressant ça aussi. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, finalement, pour les enfants, c'est très bon aussi ce retour, à des choses simples, à des choses naturelles. Ce qui est intéressant et ce que souligne Frédéric Gaudry, c'est justement, également, c'est cette grande qualité qui est, ben, ce grand attachement à la famille, à la cellule familiale. Très souvent, vous allez entendre parler de famille, de fratrie, énormément. Encore une fois, merci, Van Drake pour le lien, YouTube et Facebook. Très souvent, vous allez vous retrouver, en fait, avec des histoires où vous avez des voilà, vous avez plein d'enfants et puis souvent des enfants qu'on veut abandonner parce qu'on n'a pas suffisamment pour les nourrir, quoi. Il y a toute une époque comme ça où, bah, vous voyez, c'était dans le contexte, vous aviez des enfants, vous saviez que vous alliez avoir des enfants, ben, vous les gardiez. Voilà. On avait moins de liberté, où on se posait peut-être moins aussi de questions à l'époque. Mais bon, c'était d'autant quand même plus difficile, je pense, de pouvoir faire vivre toute une famille entière, surtout dans des épisodes de disette, de famine, de peste, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Quoique dans les épisodes, quand vous aviez famine, peste, et cetera, bah, finalement, ça avait plutôt le don de faire le ménage. Pareil sur les épisodes de guerre. Bah, écoutez, donc, du coup, ce qu'on va faire ce soir, on va partir sur donc 3 contes qui va être Le loup et l'homme, Le violon merveilleux et Le renard et les oies. Le loup et l'homme. Le renard fit un jour au loup des récits merveilleux de la force de l'homme. Il n'est pas un seul des animaux, dit-il, qui puisse lui résister, et tous ont besoin de recourir à la ruse pour échapper à ses coups. Le loup répondit au renard d'un air fanfaron. Je voudrais bien qu'un heureux hasard me fît rencontrer un homme. Tous tes beaux discours ne m'empêcheraient pas de l'aborder en face. Si tel est ton désir, répliqua le renard, il me sera facile de te fournir l'occasion que tu pourrais poursuivre. Viens me trouver demain de bon matin, et je te montrerai celui que tu cherches. Le loup se trouva à l'heure convenue au rendez-vous, et maître renard le conduisit par des détours à lui familiers jusqu'au chemin qu'un chasseur avait coutume de prendre tous les jours. Le premier individu qui se présenta fut un vieux soldat congédié depuis longtemps. Est-ce là un homme demanda le loup. Non, répondit le renard. C'en était un, autrefois. Après le soldat, un petit garçon qui se rendait à l'école apparut sur le chemin. Le loup demanda de nouveau. Est-ce là un homme? Non, mais c'en sera un plus tard. Enfin arriva le chasseur. Son fusil à 2 coups sur le dos et son couteau de chasse au côté. Maître renard, s'adressant au loup, cette fois, celui que tu vois venir est bien un homme. Voici le moment de l'aborder en face. Quant à moi, tu ne trouveras pas mauvais que j'aille me reposer un peu dans ma tanière. Ainsi qu'il l'avait dit, le loup marcha droit à la rencontre du chasseur. À sa vue, celui-ci se dit en lui-même. Quel dommage que je n'ai pas chargé mon fusil à balles. Il mit en joue et envoya tout son petit plomb dans le visage du messire-loup, qui fit une grimace affreuse, et continua cependant d'avancer sans se laisser intimider. Le chasseur lui adressa une seconde charge. Le loup supporta sa douleur en silence et s'élança d'un bond sur le chasseur. Mais celui-ci tira du fourreau sa lame acérée et lui emporta dans les flancs de si rudes coups que le pauvre animal, renonçant à sa vengeance, prit la fuite et retourna tout sanglant vers le renard. Eh bien, lui cria le rusé compère, du plus loin qu'il l'aperçut, comment t'es-tu tiré de la rencontre avec l'homme? Ah, ne me le demande pas, répondit le loup tout confus. Je ne me serais jamais fait une telle idée de la force de l'homme. Il commença par prendre un bâton qu'il portait sur le dos, souffla par un bout et m'envoya au visage une certaine poussière qui m'a chatouillé de la manière la plus désagréable du monde.
Puis il souffla une seconde fois dans son bâton, et je crus recevoir dans le nez une pluie de grêlons et d'éclairs. Enfin, lorsque je fus parvenu tout près de lui, il tira de son corps une blanche côte et m'en asséna des coups si violents que peu s'en fallut que je ne restasse mort sur place. Cela te prouve, répondit le renard, que l'on ne gagne pas toujours à faire le fanfaron, et qu'il ne faut jamais promettre plus qu'on ne peut tenir. Voilà, donc ça c'est assez court, c'est donc Le Loup et l'Homme. Donc c'est tout à fait intéressant dans le sens où là, ici, nous sommes sur un conte moralisateur, alors pas moralisateur au sens de moralisateur pénible, mais plus de on donne une leçon. Là, ici, pour que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui devraient d'ailleurs ne pas trop fanfaronner. D'ailleurs, il se rend compte certainement beaucoup plus d'adultes que d'enfants qui fanfaronnent. Euh, c'est intéressant de voir qu'effectivement, là, on se retrouve sur un conte de Grimm qui est moins, on va dire, moins sur le divertissement, du coup. On est sur quelque chose qui donne, ouais, qui donne vraiment, oui, on est plus sur de la leçon, quoi. La notion de fantastique, on ne l'a pas, contrairement à ce qu'on avait pu voir, dans les derniers streams, bien évidemment. Voilà. Donc du coup, on est sur un, on va dire, c'est limite un peu du Perrault presque. Ça pourrait être du Perrault, ça pourrait être, oui, ça pourrait être des choses plus, beaucoup, bah, c'est très simple, en définitive. Idem, on se rend compte également que sur ce compte-là, souvent j'ai à cœur de parler de chiffres ou de nombre de fois que le héros est obligé le nombre de fois qu'un héros est obligé de répéter certaines choses pour accomplir son chemin initiatique. Là, ici, bah, pas trop. Alors, on va en lire un autre qui est Le Violon Merveilleux et que je ne connais absolument pas. Celui-ci, on va le découvrir ensemble. Donc, pardonnez-moi si je fourche ou si je fais le blablabla. Ben voilà, ça sera, en tout cas, ça sera avec bon cœur. Et vous allez voir que sur Le Violon Merveilleux, enfin, je connais absolument pas. Je connais un peu puisque je l'ai un petit peu lu. Mais du coup, replay, descend, descend. Hop là. Mais du coup, vous allez voir, c'est un conte justement qui fait écho à la préface qu'on a lue à propos des animaux. Vous allez voir pourquoi. Le violon merveilleux. Il était une fois un ménétrier qui avait un violon merveilleux. Ce ménétrier se rendit un jour tout seul dans une forêt, laissant errer sa pensée çà et là, et quand il ne sut plus à quoi songer, il se dit: le temps commence à me sembler long dans cette forêt. Je veux faire en sorte qu'il m'arrive un bon compagnon. En conséquence, il prit son violon qu'il portait sur le dos et se mit à jouer un air qui réveilla 1000 échos dans le feuillage. Il n'y avait pas longtemps qu'il jouait lorsqu'un loup vint en tapinois derrière les arbres. Ciel, voilà un loup. Ce n'est point là le compagnon que je désire, pensa le ménétrier. Cependant, le loup s'approcha et lui dit: hé, cher ménétrier, que tu joues bien, ne pourrais-je pas aussi apprendre ton art? La chose est facile, répondit le ménétrier. Il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai. Oh, cher ménétrier, reprit le loup, je veux t'obéir, comme un écolier obéit à son maître. Le musicien lui enjoignit de le suivre, et lorsqu'ils eurent fait un bout de chemin, ils arrivèrent au pied d'un vieux chêne qui était creux et fendu par le milieu. Tu vois cet arbre, dit le ménétrier, si tu veux apprendre à jouer du violon, il faut que tu places tes pattes de devant dans cette fente. Le loup obéit, mais le musicien ramassa aussitôt une pierre et en frappa avec tant de force les deux pattes du loup qu'elles s'enfoncèrent dans la fente, et que le pauvre animal dut rester prisonnier. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, ajouta le ménétrier. Et il continua sa route. Il avait à peine marché pendant quelques minutes qu'il se prit à penser de nouveau. Le temps me semble si long dans cette forêt.
que je vais tâcher de m'attirer un autre compagnon. En conséquence, il prit son violon et joua un nouvel air. Il n'y avait pas longtemps qu'il jouait lorsqu'un renard arriva en tapinois à travers les arbres. Ah, voilà un renard, se dit le musicien. Ce n'est pas là le compagnon que je désire. Le renard s'approcha et lui dit: Hé, cher musicien, que tu joues bien. Je voudrais bien apprendre ton art. La chose est facile, répondit le musicien. Il suffit pour cela que tu fasses exactement ce que je te dirai. Oh, cher musicien, reprit le renard, je te promets de t'obéir comme un écolier obéit à son maître. Suis-moi, dit le ménétrier. Quand ils eurent marché pendant quelques minutes, ils arrivèrent à un sentier bordé des deux côtés par de hauts arbustes. En cet endroit, le musicien s'arrêta, saisit d'un côté du chemin un noisetier qui l'inclina contre terre, mit le pied sur sa cime, puis de l'autre côté, il en fit de même avec un autre arbrisseau. Après quoi, s'adressant au renard: Maintenant, camarade, s'il est vrai que tu veuilles apprendre quelque chose, avance ta patte gauche. Le renard obéit et le musicien lui lia la patte à l'arbre de gauche. Renard, mon ami, lui dit-il ensuite, avance maintenant ta patte droite. L'animal ne se le fit pas dire deux fois et le ménétrier lui lia cette patte à l'arbre de droite. Cela fait, il lâcha les deux arbustes qui se redressèrent soudain, emportant avec eux dans l'air le renard qui resta suspendu et se débattit vainement. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, dit le musicien. Et il continua sa route. Il ne tarda pas à penser, pour la troisième fois: Le temps me semble long dans cette forêt, il faut que je tâche de me procurer un autre compagnon. En conséquence, il prit son violon, et les accords qu'il en tira retentirent à travers le bois. Alors arriva, à bond léger, un levreau. Ah, voilà un levreau, se dit le musicien, ce n'est pas là le compagnon que je désire. Hé, cher musicien, dit le levreau, que tu joues bien. Je voudrais bien apprendre ton art. La chose est facile, répondit le ménétrier. Il suffit pour cela que tu fasses exactement tout ce que je te dirai. Oh, cher musicien, reprit le levreau, je te promets de t'obéir comme un écolier obéit à son maître. Ils cheminèrent quelque temps ensemble, puis ils arrivèrent à un endroit moins sombre du bois où se trouvait un peuplier. Le musicien attacha au cou du levreau une longue corde qu'il noua au peuplier par l'autre bout. Maintenant, alerte. Ami levreau, fais-moi 20 fois en sautant le tour de l'arbre. Le levreau obéit, et quand il eut fait 20 fois le tour commandé, la corde était enroulée 20 fois autour de l'arbre, si bien que le levreau se trouva captif, et il eut beau tirer de toutes ses forces, il ne réussit qu'à se meurtrir le cou avec la corde. Attends-moi jusqu'à ce que je revienne, dit le musicien. Et il poursuivit sa route. Cependant, à force de tirer, de s'agiter, de mordre la pierre et de travailler en tous sens, le loup avait fini par rendre la liberté à ses pattes en les retirant de la fente. En les retirant de la fente, plein de colère et de rage, il se mit à la poursuite du musicien qu'il se promettait de mettre en pièces. Lorsque le renard l'aperçut, qui arrivait au galop, il se prit à gémir et à crier de toutes ses forces. Frère loup, viens à mon secours, le musicien m'a trompé. Le loup inclina les deux arbustes, rompit les cordes d'un coup de dent et rendit la liberté au renard qui le suivit, impatient aussi de se venger du musicien. Ils rencontrèrent bientôt le pauvre levreau qu'ils délivrèrent également, et tous les trois se mirent à la poursuite de l'ennemi commun. Or, en continuant son chemin, le ménétrier avait une quatrième fois joué de son violon merveilleux. Pour le coup, il avait mieux réussi. Les accords de son instrument étaient arrivés jusqu'aux oreilles d'un pauvre bûcheron qui, séduit par cette douce musique, abandonna sa besogne
et la hache sous le bras, s'empressa de courir vers l'endroit d'où partaient les sons. Ah, voilà donc enfin le compagnon qu'il me faut, dit le musicien, car je cherchais un homme et non des bêtes sauvages. Puis il se remit à jouer d'une façon si harmonieuse et si magique que le pauvre homme resta là immobile comme sous l'empire d'un charme, et que son cœur déborda de joie. C'est à ce moment qu'arrivèrent le loup, le renard et le levreau. Le bûcheron n'eut pas de peine à remarquer que ses camarades n'avaient pas les meilleures intentions. En conséquence, il saisit sa hache brillante et se plaça devant le musicien, d'un air qui voulait dire: celui qui en veut au ménétrier fera bien de se tenir sur ses gardes, car il aura affaire à moi. Aussi, la peur s'empara-t-elle des animaux conjurés, qui retournèrent en courant dans la forêt. Le musicien témoigna en reconnaissance. Pardon, excusez-moi. Le musicien témoigna sa reconnaissance au bûcheron en lui jouant encore un air mélodieux. Puis, il s'éloigna. Voilà, donc là, nous avons affaire à un conte. Alors, c'est marrant parce que Frédéric Baudry disait que les Allemands, ils appréciaient bien les animaux. Donc, on va dire qu'on trouve quand même, alors c'est toujours intéressant de confronter des préfaces avec d'autres contes. Alors peut-être que c'est peut-être pas lui qui les a traduits du coup. Mais là, on peut pas dire que notre héros, moi j'appelle un anti-héros, le ménétrier, est vraiment sympa avec les animaux. Est-ce qu'il est d'ailleurs aussi sympa avec sa propre animalité? Ça, c'est à voir. Mais du coup, s'il n'accepte pas les compagnons qui s'offrent sur son chemin, alors que ce sont des êtres assez purs et qu'il séduit par la musique, c'est quand même intéressant de voir que, voilà, bon, du coup, comme d'habitude dans les contes, 3 fois. Il appelle 3 fois. À chaque fois, ce sont 3 animaux différents. Donc le loup, le renard, j'allais dire la belette, mais non, le levreau. Un loup qui est plutôt sympa. Un renard, en général, c'est plutôt sympa. Ça va pas agresser un homme. D'ailleurs, un loup non plus, hein. Un loup, le loup, si on n'est pas entre sa proie, et voilà, en général, il va plutôt avoir peur de l'homme debout. Donc le renard est sympa. Le levreau, que dire du levreau? Le levreau est plutôt cool. Donc tout ça veut dire que, non, et puis donc, ce qui veut dire que là, c'est entre un homme et un autre homme, il se passe un truc, en fait. L'être humain, visiblement, ne peut être qu'heureux avec ses congénères, ce qui est un petit peu dommage. Donc là, on est complètement à 100 lieues, pour moi, de la préface qu'on a lue au début de ce live. C'est quand même étonnant. Bah oui, les Allemands, bon, c'est un peu plus proche de la nature, etc. Alors certes, l'aventure commence dans la forêt. Certes, peut-être que le musicien, il a déjà vu assez de loups, assez de renards, assez de voilà, et puis que lui, il veut un vrai compagnon de route qui soit humain, avec qui il puisse échanger. Et qui puisse échanger, j'ai pas l'impression qu'il va beaucoup échanger, puisque finalement, j'ai l'impression qu'il cherche un auditoire plutôt qu'un vrai compagnon de route. Donc, en plus, là, ce héros a un ego surdimensionné, le mec. Donc, ça veut dire qu'effectivement, bon, là, on n'est pas sur quelque chose de, on n'est pas sur quelque chose de vraiment très très. On n'est pas sur quelque chose de très très chouette. Voilà, mais en tout cas, c'est intéressant, malgré tout, de voir qu'effectivement, on est encore sur quelque chose, par 3 fois, il se passe quelque chose. Mais soit dit en passant, moi, j'aurais bien vu les animaux dézinguer le héros, hein. Sincèrement, moi, au moment où j'ai lu, où je vois le bûcheron arriver, je me dis: «Oh bah non». Le renard et les oies. Un jour qu'il rôdait selon sa coutume, Maître Renard arriva dans une prairie où une troupe de belles oies bien grasses se prélassaient au soleil. À cette vue, notre chercheur d'aventure poussa un éclat de rire effrayant et s'écria: en vérité, je ne pouvais venir plus à propos. Vous voilà alignés d'une façon si commode que je n'aurais guère besoin de me déranger pour vous croquer l'une après l'autre. À ces mots, les oies épouvantées poussèrent des cris lamentables et supplièrent le renard de vouloir bien se laisser toucher et de ne point leur ôter la vie. Elles eurent beau dire et beau faire. Maître Renard resta inébranlable. Il n'y a pas de grâce possible, répondit-il. Votre dernière heure a sonné.
Cet arrêt cruel donna de l'esprit à l'une des oies qui, prenant la parole au nom de la troupe, puisqu'il nous faut, dit-elle, renoncer aux douces voluptés des prés et des eaux, soyez assez généreux pour nous accorder la dernière faveur qu'on ne refuse jamais à ceux qui doivent mourir. Promettez de ne nous ôter la vie que lorsque nous aurons achevé notre prière. Ce devoir accompli, nous nous mettrons sur une ligne de façon à ce que vous puissiez dévorer successivement les plus grasses d'entre nous. J'y consens, répondit le renard. Votre demande est trop juste pour n'être point accueillie. Commencez donc votre prière, j'attendrai qu'elle soit finie. Aussitôt, une des oies entonna une interminable prière, un peu monotone à la vérité, car elle ne cessait de dire caca 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 caca. Et comme dans son zèle la pauvre bête ne s'interrompait jamais, la seconde oie entonna le même refrain, puis la troisième, puis la quatrième, puis enfin toute la troupe, de sorte qu'il n'y eut bientôt plus qu'un concert de caca 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 caca. Et maître renard, qui avait donné sa parole, dut attendre qu'elles eussent finir leur caquetage. Nous devrons faire comme lui pour connaître la suite de ce conte. Par malheur, les oies caquettent encore toujours, d'où je conclus qu'elles ne sont pas aussi bêtes qu'on veut bien le dire. Voilà, c'est la fin de ce conte. C'est tout? Oh, je suis déçu. Oh, je suis trop déçu. J'ai l'impression qu'à la suite de ça, on pourrait dire à un enfant: «Vas-y, maintenant compte les moutons». Comme ça fait Maître renard reste tranquille aussi, tu vois? Bon, là, je pense que je peux peut-être enchaîner avec un 4e conte. Sait-on jamais? Non, parce que là, non, mais là, c'est beaucoup trop tôt. Enfin, je peux pas vous laisser là-dessus, c'est pas possible. Tiens, Van Drake, tu vas me dire. J'ai j'ai le renard et le chat. J'ai le soleil qui rend témoignage. J'ai quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le docteur universel. OK. Et j'ai la douce bouillie. OK. Et j'ai le loup et le renard. Tiens non. Le renard et le chat sur le chat compteur. Plutôt raccord, non. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis, on se quittera là-dessus. Le renard et le chat. Un jour, le chat rencontra Messire le renard au fond d'un bois. Et comme il le connaissait pour un personnage adroit, expérimenté et fort en crédit dans le monde, il l'aborda avec une grande politesse. Bonjour, monsieur le renard, lui dit-il. Comment vous portez-vous? Êtes-vous content de vos affaires? Comment faites-vous dans ce temps de disette? Le renard, tout gonflé d'orgueil, toisa de la tête aux pieds le pauvre chat, et sembla se demander pendant quelques instants s'il daignait l'honorer d'une réponse. Il s'y décida pourtant à la fin. Pauvre air que tu es, répliqua-t-il d'un ton de mépris, misérable meurt de faim. Infime et ridicule chasseur de souris, d'où te vient aujourd'hui tant d'audace? Tu oses te faire l'honneur de me demander comment je me porte? Mais pour te permettre de me questionner, quelles sont donc les connaissances que tu possèdes? De combien d'arts connais-tu les secrets? Je n'en connais qu'un seul, répondit le chat d'un air modeste et confus. Et quel est cet art? Demanda le renard avec arrogance. Quand les chiens sont à ma poursuite, répartit le chat, je sais leur échapper en grimpant sur un arbre. Est-ce la tour? Reprit le renard. Moi je suis passé docteur en 100 arts divers. Mais ce n'est rien encore. Je possède en outre un sac tout rempli de ruses. En vérité, j'ai compassion de toi. Suis-moi et je t'apprendrai comment on échappe aux chiens. Comme il achevait ces mots, un chasseur, précédé de 4 dogues vigoureux, parut au bout du sentier. Le chat s'empressa de sauter sur un arbre et alla se fourrer dans les branches les plus touffues, si bien qu'il était entièrement caché.
Hâtez-vous de délier votre sac, hâtez-vous d'ouvrir votre sac, criait-il au renard. Mais déjà, les chiens s'étaient précipités sur ce dernier et le tenaient entre leurs crocs. Hé, monsieur le renard, cria de nouveau le chat. Vous voilà bien embourbé avec vos 100 hards d'hiver. Si vous n'aviez su que grimper comme moi, vous seriez en ce moment un peu plus à votre aise. C'est tout. Attends, je reprends. Il y a un truc, alors c'est dommage parce qu'en fait j'ai loupé un truc parce qu'il n'y avait pas de guillemets. Hâtez-vous de délier votre sac, hâtez-vous d'ouvrir votre sac, cria-t-il au renard. Ah oui, et oui, mais c'est parce que le renard en fait il a tout un sac de ruses et tout un sac de... Voilà. Je pense qu'il voulait dire son sac de ruses et son sac, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans ton sac. En fait, grosso modo, ça veut peut-être dire un petit peu, bah vide ton sac, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Et ben en fait, bah, il s'est fait avoir. Bon, bah ce fut court. Je sais pas, Van Drake, est-ce qu'on les régale encore d'un conte là? J'ai l'impression que ça va être toi qui décides, mec. Ouais. Bah je sais pas, en fait en même temps je suis un peu lancé là, je t'avouerai. Je suis un peu lancé et il y en a plein que je connais pas, ils sont très courts ceux-là. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi que je n'ai pas souligné tout à l'heure, dans la préface de Frédéric Baudry, ce qu'il disait tout à l'heure par rapport aussi au fait qu'ils ont édulcoré un petit peu certains pour les rendre un peu moins durs. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, encore une fois, on est en début 1900, alors que donc les Grimm, eux, ont écrit leur recueil au 19e siècle. Et on est déjà encore en 1900, on commence déjà à édulcorer, comme bah, du coup Disney édulcore les contes. Est-ce que par exemple, là par exemple, j'ai envie de lire le Docteur Universel. Alors j'ai Docteur Je sais tout, et là j'ai le Docteur Universel, donc Docteur Je sais tout, je pense que ça doit être la même chose. Était une fois un pauvre paysan qui s'appelait... Ah bah oui, c'est le même. Docteur Universel. Donc là, lui, il a traduit le Docteur Universel. Et là, ici, c'est Docteur Je sais tout. Ça va nous faire penser un petit peu à, comment dire, un petit peu ce qu'on a vécu pendant le confinement. Docteur Je sais tout. Oh, je devrais pas, c'est pas bien. Petite remise au contexte du 21e siècle. Le Docteur Universel. Il y avait une fois un paysan nommé Écrevisse, ayant porté une charge de bois chez un docteur. Il remarqua les mets choisis et les vins fins dont se régalait celui-ci, et demanda, en ouvrant de grands yeux, s'il ne pourrait pas aussi devenir docteur. Ah oui, certes, répondit le savant, il suffit pour cela de 3 choses. 1. Procure-toi un abécédaire, c'est le principal. 2. Vends ta voiture et tes bœufs pour acheter une robe et tout ce qui concerne le costume d'un docteur. 3. Mets à ta porte une enseigne avec ces mots. Je suis le docteur universel. Le paysan exécuta ses instructions à la lettre. À peine exerçait-il son nouvel art qu'une somme d'argent fut volée à un riche seigneur du pays. Ce seigneur fait mettre les chevaux à sa voiture et vient demander à notre homme s'il est bien le docteur universel. C'est moi-même, monseigneur. En ce cas, venez avec moi pour m'aider à retrouver mon argent. Ah, volontiers, dit le docteur. Mais Marguerite, ma femme, m'accompagnera. Le seigneur y consentit et les emmena tous deux dans sa voiture. Lorsqu'on arriva au château, la table était servie. Le docteur fut invité à y prendre place. Volontiers, répondit-il encore. Mais Marguerite, ma femme, y prendra place avec moi. Au moment où le premier domestique entrait portant un plat de viande, le paysan poussa sa femme du coude et lui dit : « Marguerite, celui-ci est le premier. » Il voulait dire le premier plat, mais le domestique comprit, le premier voleur. Et comme il l'était en effet, il prévint en tremblant ses camarades. Le docteur sait tout, notre affaire n'est pas bonne, il a dit que j'étais le premier. Le second domestique ne se décida pas sans peine à entrer à son tour. À peine eut-il franchi la porte avec son plat que le paysan, poussant de nouveau sa femme, Marguerite, voici le second. Le troisième eut la même alerte, et ces coquins ne savaient plus que devenir. Le quatrième s'avance néanmoins, portant un plat couvert. C'étaient des écrevisses.
Le maître de la maison dit au docteur: Voilà une occasion de montrer votre science. Devinez ce qu'il y a là-dedans. Le paysan examine le plat et, désespérant de se tirer d'affaire, et là, soupire-t-il, pauvre écrevisse. On se rappelle que c'était son premier nom. À ces mots, le seigneur s'écrie: Voyez-vous, il a deviné. Alors, il devinera qui a mon argent. Aussitôt le domestique éperdu fait signe au docteur de sortir avec lui. Les 4 fripons lui avouent qu'ils ont dérobé l'argent, mais qu'ils sont prêts à le rendre et à lui donner une forte somme s'il jure de ne les point trahir. Puis ils le conduisent à l'endroit où est caché le trésor. Le docteur, satisfait, rentre et dit: Seigneur, je vais maintenant consulter mon livre, afin d'apprendre où est votre argent. Cependant, un 5e domestique s'était glissé dans la cheminée pour voir jusqu'où irait la science du devin. Celui-ci feuillette en toussant son abécédaire, et ne pouvant y trouver un certain signe, Tu es pourtant là-dedans, s'écrie-t-il avec impatience, et il faudra bien que tu en sortes. Le valet s'échappe de la cheminée se croyant découvert, et crie avec épouvante: Mais cet homme sait tout! Bientôt le docteur montra au seigneur son argent, sans lui dire qu'il l'avait soustrait. Il reçut de part et d'autre une forte récompense, et fut désormais un homme célèbre. Voilà, donc bah écoutez, c'était pour moi le dernier conte du soir. Et bah écoutez, ce qui est assez drôle en tout cas, c'est de voir que bah du coup, alors est-ce que ça veut dire que ce conte voudrait dire soyez incompétent et ayez de la chance et la vie vous sourira. Ou alors, je vais aller un peu plus loin, la chance sourit aux audacieux. Parce qu'en fait, il a pas l'air bête, c'est-à-dire mais il demande quand même à sa femme d'être là. Donc, est-ce qu'il sait qu'il s'aventure dans un truc où il est pas sûr de lui, et donc il veut quand même une autre personne pour essayer de dire: Hey mec, tout doux. Bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, quoi. Hein. C'est genre, je veux pas être tout seul à faire ma connerie. Et donc, du coup c'est ouais, c'est quand même assez drôle. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, Van Drake, merci d'avoir été présent ce soir. Merci beaucoup, encore une fois, d'être disponible, surtout que là, voilà, je pense que du coup, je vais te laisser travailler tranquille. Mes petits loups, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit. Faites de beaux rêves, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Tchuss!